coulisses du BIS ce soir, il y a Olivia Copin, bonsoir. Olivia Copin, senior vice-présidente crise et contentieux chez Omnicom PR Group avec nous. Laurent Demeure, bonsoir. Bonsoir. L'homme de l'immobilier qui dirige Coldwell Banker en France, en Grande-Bretagne, à Monaco, enfin une grande partie de l'Europe, voilà, du monde. Bientôt ça va lui appartenir tout ça. Laurent Demeure, bien sûr. Oui, je voudrais qu'on démarre par ce cafouillage quand même sur le chèque énergie. On vous en parlait tout à l'heure dans le journal d'After Business. Les mesures annoncées en novembre par le gouvernement dans une première réponse aux Gilets jaunes, elles sont finalement toutes maintenues. Voilà ce que nous disait donc le gouvernement aux environs de 19h, alors que Matignon affirme exactement le contraire, 3 heures plus tôt, aux environs de 16h. Il y était question notamment de l'extension du chèque énergie à 2 millions de foyers supplémentaires ou du relèvement du barème kilométrique et le doublement de la prime à la conversion. Alors, paraît que finalement tout ça est maintenu après discussion avec les parlementaires de la majorité, etc., etc. Comment sont prises ou ne sont pas prises ces décisions finalement? Parce que là, à 3 heures d'intervalle, on annule les mesures, finalement on les remet. Enfin, ça crée oui, non, mais c'est sûr. Rétropédalage. Oui, c'est un vrai Olivia Copin. C'est un vrai rétropédalage. Effectivement, ça montre en fait un manque de maîtrise en fait dans les messages et surtout, je pense que ça montre à quel point le gouvernement en fait a été aussi traumatisé par en fait cette crise des gilets jaunes et qu'aujourd'hui il a une peur viscérale de commettre des impairs et surtout une peur viscérale de ne pas être compris. D'où ce rétropédalage en l'espace de quelques heures qui donne évidemment l'image d'un cafouillage. Ça fait complètement désorganisé, amateur. Ce qui est évidemment dommage vu le contexte. Donc, c'est pas rassurant quand on est chef d'entreprise, justement, qu'on attend des mesures ou qu'on n'en attend pas, peu importe. Et puis là, tout d'un coup, à 3 heures d'intervalle, on nous dit le contraire et le tout est son contraire. Alors c'est vrai que Laurent. C'est surprenant. Je dirais qu'à certains niveaux, on ne maîtrise plus grand-chose. On a l'impression que l'anarchie en bas se transforme en anarchie en haut aujourd'hui. Et que finalement, le gouvernement navigue à vue. Et puis, en fait, ce qui se passe, on a l'impression aujourd'hui, c'est les chefs comptables qui dirigent le gouvernement. C'est comme si on laissait le chef comptable prendre des décisions d'entreprise. Ok, le président a annoncé un truc. Bon, on a refait nos calculs, on est passé sur Excel. Ah, il a quand même un peu trop donné, on va reprendre. Allez, il n'y a pas question de donner trop. On a l'impression que le chef comptable prend les décisions. Puis finalement, bon, il y a quand même quelqu'un qui se dit, mais non, on a promis ça, on va le faire. Et je crois que c'est ce qui est important, c'est qu'il y a une parole donnée, il faut respecter sa parole. On est crédible quand on respecte sa parole. À partir du moment où on a annoncé une décision, la décision doit être prise et se poursuivre. Olivia. Oui, parce que quelque part, le gouvernement veut faire marche arrière pour être compris, mais c'est justement ce type de cafouillage qui suscite l'incompréhension. Donc, effectivement, c'est vraiment à proscrire. Alors, après, on peut avoir des circonstances atténuantes. C'est sûr que aujourd'hui, tout le monde est fatigué. Les gilets jaunes, les partis d'opposition politique, le gouvernement. Ah bon. Voilà. Et je pense qu'il y a une usure aussi. Usure, mais enfin, l'État continue de tourner. Enfin bon. Je suis entièrement d'accord. Voilà, bon. Ça n'excuse pas, mais effectivement, ça peut donner des éléments d'explication. On a l'impression qu'on a lâché trop dans la négo, on a négocié, on a donné un peu trop, on va essayer de voir si on peut reprendre un petit peu. On a l'impression qu'on est frustré quelque part. Mais bon, mais ça se voit. L'argent ira aux Français. Voilà. Donc on devrait se réjouir que l'argent aille aux Français, tout simplement. Bon, en tout cas, dans le cadre de la concertation qui s'ouvre sur les grands sujets de société, et puis évidemment sur le pouvoir d'achat, il y a 13 grands patrons donc, qui prennent la plume dans le quotidien Le Monde. Je ne vais pas faire toute la liste. Il y a Thomas Buberl, donc AXA, Jean-Louis Bonafé, BNP Paribas, Alexandre Bompard, c'est Carrefour, Emmanuel Faber, c'est Danone, Isabelle Cocher, Engie, Antoine Frérot, Veolia, et puis Stéphane Richard, Orange. Alors que disent-ils? Je les cite. Nous avons la conviction partagée qu'il est urgent que l'économie de notre pays soit plus inclusive, que l'économique et le social aillent de pair, que le tissu social se reconstruise à partir du tissu économique, bref, que l'économie et la finance qui la sous-tend soient au service de la société. Et il propose pêle-mêle, alors, la distribution gratuite de plus de 100 millions de repas, la réalisation de 10 000 diagnostics gratuits de l'installation électrique pour les plus précaires, l'ouverture de centres de télémédecine en région pour accélérer l'accès aux soins, le doublement du nombre d'apprentis de niveau scolaire bac, le recrutement de 50% des apprentis dans les quartiers défavorisés, etc., etc. Pourquoi ils prennent la parole? À quoi ça répond ce type d'appel? Laurent Demeure. Je crois que ça répond à une urgence sociale. Et les entreprises comprennent l'urgence sociale. Je dirais l'urgence sociale, elle est chez nos salariés aussi aujourd'hui. Donc il est important et on comprend que finalement, c'est quoi ce qui se passe? Les entreprises disent les États sont déficients aujourd'hui, défaillants. On prélève 48,5% du PIB globalement et on a de la pauvreté dans les rues. Qui crée la richesse? C'est pas l'État. Les entreprises. Qui sait répartir la richesse? Finalement, ce n'est pas l'État. Contrairement à ce qu'on pensait, l'État ne sait pas répartir la richesse. Il prouve son incapacité à le faire, donc les entreprises vont le faire. Et j'irais même aller plus loin.
baisser les charges et les impôts des entreprises, et la population va beaucoup plus s'enrichir. Olivia Copin, ça répond à quoi justement? À quoi ces entreprises, elles ont une pression des clients, des actionnaires, des citoyens? Il y a une volonté de leur part de redorer un petit peu leur blason. C'est quoi exactement ça? Pourquoi ces 13 grands patrons prennent la parole? Alors, ça répond à deux choses. Par rapport aux Gilets jaunes, je pense qu'en fait, ils répondent favorablement à l'appel d'Emmanuel Macron, qui a quand même demandé à plusieurs reprises l'effort des entreprises. Et le fait de parler d'effort collectif, ça veut bien dire qu'aujourd'hui, la responsabilité par rapport à l'injustice sociale, elle est à répartir. Elle n'est pas uniquement sur le dos de l'État et sur le dos de chef de l'État. Donc, effectivement, ces entreprises, elles ont raison aujourd'hui de vouloir s'engager. Elles répondent à l'appel d'Emmanuel Macron et l'effet des Gilets jaunes a accéléré cette prise de conscience. Maintenant, c'est vrai que c'est un sujet aussi qui date de quelques années. Aujourd'hui, les nouvelles générations attendent des entreprises qu'elles s'investissent, qu'elles s'engagent, que ce soit en termes de marque l'employeur, lorsque je choisis une entreprise pour laquelle je veux travailler, ou la manière dont je vais consommer un produit, la manière dont je vais choisir un produit. Et c'est quelque chose qui est de plus en plus répandu. Et moi, il y a juste un exemple que je trouve très frappant. Lorsque vous voyez le plus grand fonds d'investissement aujourd'hui au monde qui s'appelle BlackRock, qui en janvier 2018 a lancé un appel auprès de toutes les entreprises pour agir en fait pour le bien commun. Donc on voit qu'aujourd'hui le fait que l'entreprise soit uniquement dans la quête du bénéfice, c'est une vision désuète et passé, complètement has-been. Et les Gilets jaunes n'a fait que renforcer, qu'asseoir d'autant plus cette vision-là qui aujourd'hui est unanimement partagée. Comme la grande banque JP Morgan aussi qui consacre des fonds justement dans les quartiers défavorisés, notamment qui va investir dans le département de Seine-Saint-Denis. Mais vous pensez que ces grands patrons vont réussir à convaincre, à faire preuve de leur bonne foi? C'est le bon angle pour répondre justement à cette urgence, à cette grogne? Ce sont les bons vecteurs? Parce que bon, c'est vrai, c'est sympathique la distribution de 100 millions de repas, des diagnostics gratuits d'électricité, tout ça c'est généreux, mais après, est-ce que c'est ce qu'on attend vraiment des entreprises? Laurent Demeure, Coldwell Banker, Olivia Copin, Omnicom, Pierre Group. Il y a urgence. Les entreprises en ont conscience. Elles sont conscientes de deux choses. Elles sont conscientes d'abord que plus les salariés sont en bonnes conditions, plus les salariés sont heureux, plus les salariés sont sécurisés, mieux ils travaillent, c'est profitable à tout le monde et c'est profitable à la société. Ford, le modèle Fordisme à l'époque, c'était aussi que les ouvriers puissent acheter des voitures, donc avec des salaires élevés, pour que les salariés puissent acheter ses propres voitures. Et donc les entreprises, aujourd'hui, elles ont besoin d'une paix sociale. Elles ont besoin d'une population qui puisse consommer, qui puisse vivre décemment. Et donc elles ont décidé, ces chefs d'entreprise, je trouve cette initiative extrêmement intéressante et je la soutiens, parce qu'il faut prendre en main les choses. Et qui crée la richesse en France? Ce sont les entreprises. Donc qui peut aider à recréer de la richesse? Ce ne sont que les entreprises. C'est la fin de Milton Friedman. Olivia Copin. Oui, non, mais tout à fait, je reçois ce propos. Et puis surtout que, en fait, l'entreprise a longtemps été aussi un lieu d'injustice, les inégalités entre les salaires, entre un salarié rentrant et le PDG, les inégalités salariales entre hommes et femmes. Donc l'idée, c'est aussi, je pense, peut-être d'aller plus loin. Cet effet d'annonce, c'est bien, c'est un premier pas. Maintenant, comme vous le disiez, les Gilets jaunes n'ont pas manifesté dans la rue pour un fonds alimentaire. L'idée, c'est le pouvoir d'achat. Donc comment trouver un salaire juste dans l'entreprise? Comment former, accompagner tout au long de la vie du salarié? Ça, ils en parlent. Ça, c'est des vraies questions. Et le sujet beaucoup plus sensible, si demain on avait des grands patrons qui disaient, voilà, moi, je suis patron en France et je paye mes impôts en France et il faut lutter contre l'évasion fiscale, ça serait évidemment aussi un grand pas en termes de perception au regard de l'opinion publique. En perception, sachant que c'est pas toujours la réalité aussi. Hein. Tout à fait. Souvent un mauvais procès donc aux entreprises. Tiens, justement, procès aussi qui a eu lieu tout au long de la journée. Vous vous en souvenez dans ce conflit des Gilets jaunes? Des automobilistes avaient profité des rassemblements pour passer gratuitement au péage. Et d'ailleurs, on les invitait à passer gratuitement au péage. Hein. Vinci voulait récupérer la mise, notamment grâce aux plaques d'immatriculation. Vous savez qu'ils sont enregistrés au fur et à mesure. Ils ont possibilité d'accéder à ce fichier des cartes grises. Incongru à considérer le gouvernement. Il y a eu une polémique qui est montée tout au long de la journée. Finalement, Vinci a renoncé donc à récupérer la mise. Il y a quoi? Il y avait une provocation? Ça a été vu comme une provocation? Vinci a-t-il mis de l'huile sur le feu ou pas tout? Ou simplement ils ont voulu récupérer leur argent des boîtes qui sont déjà aussi largement mises à contribution avec des péages détruits, des barrières de péage aussi ouvertes gratuitement? Laurent Demeure. C'était audacieux, c'était ambitieux de vouloir récupérer l'argent.
Maintenant, Ils le pouvaient, ils avaient les moyens de le faire. Alors après, reste est-ce à qu'ils ont savoir si... assuré la prestation? Comment? Est-ce qu'ils ont assuré une prestation aux automobilistes qui sont passés Est-ce qu'ils ont assuré la sécurité des automobilistes qui sont passés? Est-ce qu'ils ont assuré aux automobilistes qui seraient arrivés à l'heure en prenant l'autoroute? Les automobilistes qui finalement a perdu son temps, c'est les automobilistes. Ils ont perdu des heures de travail, ils ont perdu des heures. Le service, il était maintenu toujours sur l'autoroute. Il y avait toujours les camions de sécurité qui étaient là aussi. C'était pas ça qui était en cause. Simplement, il y avait des barrières qui étaient ouvertes parce qu'il y avait les gilets jaunes. On les laissait passer, ils en ont profité. Voilà. Et Vinci a dit à un moment, bah écoutez, tout ça, ça a un coût. Bien sûr que ça a un coût, mais c'est intéressant. Comment on peut profiter de quelque chose, bénéficier de quelque chose sans avoir consenti? En fait, je pense que le problème de cette demande, juridiquement, c'est régulariser les situations. Ça voudrait dire qu'il y a des irrégularités, ça veut dire qu'il y a des fraudeurs, mais s'il y a des fraudeurs, ça veut dire qu'il y a fraude. Donc, il faut avoir l'intention de commettre quand même. Donc là, ces gens-là ont passé les péages gratuitement, contraints et forcés. Sur certains péages, vous étiez obligé de porter le gilet jaune pour passer, et c'est des gens qui allaient au travail. Donc, le vrai déni, il serait du côté des gilets jaunes parce que c'est entraver la liberté de circulation. Donc, stigmatiser les automobilistes, je pense que c'était peut-être assez maladroit. Donc Vinci ne devait pas se faire payer, c'est ce que vous dites. Hein. Je pense que le fait que Vinci soit une victime collatérale du mouvement des Gilets jaunes, ça, on est tous d'accord. C'est une évidence. Ils ont été victimes de déprédation, ils ont été victimes justement de ce manque à gagner. Et puis il y a eu encore je ne sais pas si c'était Vinci ou pas, mais il y a encore hier soir sur un barrage à Bandol dans le Var. Là, c'est pareil, qu'un incendie. Je ne sais pas quelle est la compagnie qui s'en occupe. Oui, ça doit être l'autoroute des... Je crois que tout le monde est victime. Les usagers de l'autoroute sont victimes, Vinci est victime. Voilà. Voilà. D'un point de vue de communication, puisque Olivia Copin, vous êtes senior vice-président de crise et contentieux chez Omnicam PR Group, ils ont bien géré la com ou pas, Vinci? Parce que quand même, il leur a fallu quand même vaguement une dizaine d'heures entre on va faire payer les automobilistes et puis finalement, non, on renonce à la mesure. Bon, quelque part, oui, il y avait une image, un dégât d'image qui était plus cher que le préjudice subi par les barrières. Je pense que l'erreur de communication ici, clairement, ça a été de ne pas avoir anticipé. Cette annonce serait inaudible, contestable et inacceptable au regard du contexte. C'est ça l'erreur de base. Et donc finalement, il y a ce rétropédalage. Et puis surtout que le péage, les sociétés d'autoroutes, c'est un peu le symbole des taxes indues. Voilà, c'était les points de fixation des gilets jaunes, quoi. Ouais. Encore une fois, il n'y a pas plus tard qu'en 2015, vous avez une association qui s'est réunie pour relancer une action de groupe contre Vinci justement par rapport à ce problème de paiement du prix du péage. Donc c'était vraiment pas C'était pas le jour. Voilà. L'heure en demeure et ça sera le mot de la fin. Il fallait attendre. Et si on a voulu le faire, vraiment, il fallait attendre. Mais là, franchement, je pense que c'était pas opportun. Bon, merci à tous les deux. Laurent Demeure, donc président de Coldwell Banker, qui évolue dans l'immobilier de luxe en France, à Monaco et puis dans bien d'autres pays européens. Merci Olivia Copin, senior vice-présidente crise et contentieux chez Omnicom PR Group. C'était les coulisses du